qui sera faite par le docteur Marine Devenzo de Lavergne, qui n'est pas pédiatre, mais qui est docteur et qui fait de la recherche à Lausanne, surtout sur la capacité et l'adaptation pour la mastication. Et donc, le sujet qu'elle va traiter aujourd'hui, c'est l'importance du goût, de la texture des aliments dans la diversification alimentaire. Et c'est un problème qui nous intéresse tous et tous les jours. À vous la parole, chers collègues. Merci beaucoup. Je voudrais remercier beaucoup l'organisation pour me donner l'opportunité de parler aujourd'hui. J'espère vous convaincre de l'importance du goût et des textures dans la diversification alimentaire. On en parle assez peu finalement et il y a peu de recommandations sur l'introduction du goût et des textures. On peut voir que l'OMS dit qu'il faut commencer l'alimentation solide autour de 6 mois. Ensuite, augmenter progressivement la consistance et variété des aliments, ça reste assez vague. Et depuis seulement 2021, Santé publique France a ajouté une mention des textures en disant qu'il faudrait idéalement entre 6 et 8 mois introduire les textures pour aider les enfants à développer leur capacité masticatoire. Mais encore une fois, introduire quelle texture? Donc j'espère vous donner un petit peu plus d'informations là-dessus. Tout d'abord, les sens sont clés pour l'apprentissage de l'alimentation. C'est comme ça que les enfants vont commencer à voir si un aliment est attractif pour eux, s'il est comestible, s'il est une source de nutrition, à travers les 5 sens. Donc le goût, je vais en parler plus en détail, le toucher. L'ouïe est un petit peu moins important pour l'alimentation, mais j'en parlerai un tout petit peu. La vue permet d'identifier quels aliments sont présents dans l'environnement de l'enfant. L'odorat va permettre d'augmenter l'appétit spécifique associé à l'odeur de l'aliment. Et le goût va permettre d'identifier si un aliment est source de nutriments ou non. Ces 5 sens se développent au fur et à mesure du développement de l'enfant. Ils ne sont pas tous développés au même moment. La vue, c'est assez connu et très peu développé à la naissance. Le nourrisson est dans une bulle avec sa mère. Il n'a pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver le sein et s'alimenter. Par contre, à 3 ans, elle est complètement fonctionnelle. L'enfant peut commencer déjà à trouver ses aliments dans son environnement. L'ouïe se développe jusqu'à 8 ans. Le goût est complètement fonctionnel dès la naissance. Ce n'est pas le goût qui va changer, mais c'est vraiment les préférences pour certains goûts. Et ça, c'est acquis, c'est vraiment à travers l'expérience qu'on peut modifier ces préférences. L'odorat va continuer à se développer jusqu'à 8 ans, mais il est quand même très fonctionnel dès la naissance. Un nourrisson a plus de récepteurs olfactifs qu'un adulte. Il va être capable de reconnaître le lait de sa mère parmi d'autres laits. Et le toucher, lui, est développé aussi dès la naissance. Par contre, ce qui va se développer, c'est les capacités motrices de l'enfant qui vont lui permettre d'utiliser ce sens du toucher pour justement interagir avec les aliments. Donc, si l'on parle du goût, effectivement, nous avons entendu que nous avons des préférences innées pour certains goûts. C'est tout à fait juste. Un nourrisson, si on lui sert une solution sucrée, va avoir immédiatement une expression de plaisir. Par contre, si on lui sert une solution acide ou amère, il va avoir une expression de dégoût. Pourquoi ? Parce que le sucré est évidemment un indicateur d'une source de nutriments et d'énergie. L'humain est fait pour trouver des sources d'énergie, alors que l'amer et l'acide peuvent être signes d'une intoxication potentielle, que l'aliment soit pourri ou toxique. Ensuite, le goût salé nous permet d'identifier tous les minéraux dont nous avons besoin. Donc, c'est important de consommer des aliments salés. On a aussi une préférence pour le salé. Il ne faut pas en consommer trop, bien sûr. Le goût umami, c'est le goût lié au monosodium glutamate, mais en général qui indique la présence de protéines, donc la viande, le poisson, etc. Et il y a un 6e goût dont peut-être vous ne connaissez pas l'existence, qui s'appelle l'oléogustus, c'est le goût des acides gras. Nous sommes capables de les détecter en bouche. Après, il y a beaucoup de polémiques sur ce goût. On ne sait pas trop s'il indiquerait une source d'énergie ou une source de rancidité. Mais nous avons naturellement une préférence pour le sucré, le salé et l'umami. Alors c'est très bien dans la nature, mais dans nos sociétés modernes où on a accès à des aliments très sucrés et très salés, c'est important d'éduquer l'enfant à accepter aussi des goûts moins sucrés, moins salés pour une bonne alimentation.
Et cette éducation, elle commence dès la grossesse. Effectivement, les sens du goût et de l'odorat sont actifs in utero. Il y a des scientifiques qui ont servi des jus concentrés de carottes et de choux frisés à des mères et ils ont vu les mêmes expressions que chez le nourrisson, de plaisir pour le goût sucré de la carotte et de dégoût pour le jus de choux frisés. Je trouve ça fascinant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que si la mère consomme ce produit régulièrement pendant la grossesse, lors de la diversification alimentaire, l'enfant va aussi avoir une préférence pour ces produits-là auxquels il a été exposé in utero. C'est la même chose lors de l'allaitement maternel. Pendant que la mère allaite, elle se nourrit, il y a des goûts et des arômes qui passent dans le lait maternel. De même, une mère qui boit des jus concentrés de carottes pendant l'allaitement va éduquer son enfant à développer une préférence pour le goût de la carotte pendant la diversification alimentaire. Pendant la diversification, tout n'est pas perdu. Il peut aussi y avoir une exposition au goût pour l'acceptance qui va aussi durer plus tard dans l'alimentation. Mais ce qui est important de comprendre à partir de la diversification, c'est qu'il va falloir proposer les aliments de façon répétée afin qu'ils soient acceptés. Les scientifiques disent qu'il faudrait 8 à 10 fois la proposition d'un nouvel aliment pour qu'il soit accepté par l'enfant. Donc il ne faut pas que les parents baissent les bras, il faut vraiment qu'ils continuent et qu'ils ne disent pas « mon enfant n'aime pas, je sais pas, le kiwi ». Ils peuvent continuer à le proposer vraiment de multiples fois et il y a vraiment des chances qu'il soit accepté. Maintenant, je vais vous parler de la texture. La texture, c'est assez compliqué finalement. Alors, juste pour comprendre un peu la texture dans les mots des enfants, il y a un hashtag qui est assez connu aux États-Unis qui dit « Mon enfant ne mange pas cet aliment parce que… ». Et il y a des situations assez rigolotes, je trouve. Celui-ci ne veut pas manger le pain parce que la texture de la farine sur ses doigts ne lui plaît pas. Celui-ci ne veut pas manger les clémentines parce qu'elles sont trop humides. Celui-ci ne veut pas manger sa pizza parce qu'il voit une bulle sur la croûte. Et celui-là ne veut pas manger ce fromage, bon, c'est un string cheese américain, je ne sais pas si j'aimerais beaucoup non plus, mais parce qu'il voit des fils sur la surface. Et en fait, tout ça, c'est de la texture. Parce que la texture, c'est une propriété sensorielle des aliments, mais elle implique de nombreux sens, pas seulement le sens du toucher, c'est le sens principal, mais elle implique aussi la vue. On voit l'aliment, on voit sa texture. Elle implique aussi l'ouïe. J'ai dit que ce n'était pas le sens le principal, mais l'ouïe va être important, par exemple, pour les textures croquantes d'une chips. Si vous mangez des chips avec de la musique dans les oreilles, ce n'est pas la même expérience. Donc, c'est une expérience vraiment multisensorielle. De plus, même si on peut modifier cette texture en transformant les aliments, les structurant, en leur donnant, par exemple, une taille définie, en les coupant ou en les cuisant, cette texture va changer pendant la mastication de l'enfant. Forcément, pour ingérer les aliments, nous devons les mastiquer, les mélanger à la salive, et c'est pour ça qu'il y a du dynamisme dans la texture. Certaines textures, comme le fondant, par exemple, le démontrent. Donc maintenant, nous savons que nous avons une grande variété de textures et que nous devons les introduire progressivement à des enfants qui ont une progression très très rapide entre le début de la diversification et 2 ans où ils sont à peu près prêts à consommer toutes les textures. Ce que nous faisons chez Nestlé, c'est que nous essayons de trouver des indices pour que l'enfant soit prêt à consommer certaines textures. Car comme on sait que les enfants ne vont pas tous ramper en même temps, marcher en même temps, ils ne seront pas tous prêts en même temps à consommer des textures complexes. Et on sait que ces indices sont liés aussi à la motricité fine. Donc nous avons ces logos que nous utilisons sur des produits aux États-Unis pour indiquer aux parents quand les enfants sont prêts à consommer le produit. La motricité fine et la motricité orale évoluent de la même façon que la motricité globale au cours du temps. L'enfant va transitionner d'une succion pendant l'allaitement à des mouvements de mâchonnement haut en bas, puis des mouvements un peu de vagues. Ensuite, la langue et la mâchoire vont vraiment se détacher. L'enfant va pouvoir bouger les morceaux dans la bouche pour pouvoir les écraser avec les gencives ou les dents. Et c'est seulement vers 12 mois
qu'un mouvement de rotation masticatoire va commencer à se développer et va se stabiliser jusqu'à 2 ans. Donc ce que nous essayons de faire, c'est de voir comment la progression des textures peut suivre cette progression des capacités de l'enfant. On commence souvent la diversification avec des textures lisses. Ensuite, on peut passer à des textures un peu plus épaisses ou granuleuses. Vers 8 mois, on introduit des morceaux mous. Ensuite, vers 12 mois, on peut avoir des morceaux durs, caoutchouteux, et à 2 ans, déjà des textures complexes mélangées. Santé publique France dit qu'il faudrait introduire même les morceaux avant 8 mois. Ils le disent parce qu'il y a plusieurs études qui ont démontré qu'une introduction tardive de morceaux, donc vraiment de continuer les textures lisses après 10 mois, conduit à une sélectivité alimentaire plus importante. Cette sélectivité alimentaire est même maintenue jusqu'à 7 ans, donc il y a des effets longue durée. Nous avons voulu voir si les parents faisaient effectivement ce que l'on préconise en introduisant les textures, et nous avons lancé un questionnaire aux États-Unis. Ça aurait été intéressant de le faire au Maroc. Désolée, je n'ai pas ce genre d'informations pour le pays, mais ce que nous avons vu, c'est que la diversification commence effectivement autour de 6 mois, que la première texture introduite est la purée, qui est très facile à gérer par les bébés, et qu'ensuite, la plupart des textures étaient introduites autour de 18 mois. Nous avions une liste de 16 textures au total. Nous avons mis sur 2 axes le moment d'introduction de la texture et la difficulté reportée de gérer ces textures. On peut voir que la diversification commence avec mou, purée, fondant, caoutchouteux, textures multiples, et plus tard, les textures style feuillu, viande dure, autour de 12 mois, sont introduites. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'aucune des textures n'est tombée sur la partie difficile à gérer pour l'enfant. Et ce que l'on pense, c'est que les mères sont assez conservatrices. Elles ont peur d'introduire les textures trop tôt. Elles ont peur de l'étouffement. Souvent, si elles voient un haut le cœur, elles pensent que c'est lié à l'étouffement, ce qui n'est pas le cas. Il faut leur dire que c'est tout à fait normal, ça fait partie de l'apprentissage. Et elles ont tendance à être assez conservatrices dans l'introduction des textures. La deuxième chose qui nous a interpellés, c'est que les textures qui sont introduites tard sont aussi les textures qui sont le plus souvent refusées par les enfants, qui provoquent des difficultés chez les enfants. Nous avons ici la probabilité de refus d'une texture en fonction de l'âge. Ce que vous pouvez voir, c'est que cette probabilité augmente avec l'âge parce que l'enfant va être de plus en plus acteur dans le moment de l'alimentation et va devenir sélectif en grandissant. Donc c'est important qu'il ait justement eu cette exposition 8 à 10 fois des textures avant d'atteindre cet âge de rejet. Et souvent, c'est les textures style viande dure, feuillue qui vont être refusées. La viande, qui est très importante, source de fer, peut-être un peu moins pour les feuillus, mais pour avoir une alimentation diversifiée. Donc là, nous avons beaucoup parlé de l'acceptabilité des aliments, d'apprendre les préférences, mais il y a aussi un rôle des textures au niveau du développement du système masticatoire. En effet, chez les animaux, nous avons pas mal de preuves comme quoi passer d'une diète solide normale à une diète liquide va impacter de façon drastique le développement du crâne, des glandes salivaires et des muscles masticatoires. Chez les rats et chez les cochons, qui sont même plus proches que l'homme, une intervention de 8 mois de régime mou a un impact assez visible sur le développement du crâne. Nous voyons que l'os est beaucoup moins dense et que les dents sont mal alignées. Chez les humains, c'est un petit peu plus compliqué. On ne peut pas passer d'une diète solide à liquide comme ça. Donc il y a des études plutôt anthropologiques qui permettent de comparer des populations. Par exemple, si on regarde à l'Europe du Nord, on voit que des enfants norvégiens qui ont tendance à manger du pain dur régulièrement, comparés à des enfants suédois qui mangent plutôt du pain mou et des purées pendant plus longtemps, les enfants suédois vont avoir plus de problèmes orthodontiques. Il en est de même en suivant une même population à travers différentes générations. Malheureusement, la texture donnée a tendance à diminuer avec l'évolution des populations. Et on peut voir ça avec cette illustration de 3 générations d'hommes indiens. Le menton est en train de régresser. Bien évidemment, il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont confondus dans ces études anthropologiques. Ce n'est pas que la texture des aliments, mais la texture joue son rôle. Quand on pense à
à des études vraiment faites avec les enfants, il y en a très très peu, mais j'aimerais attirer votre attention sur ces 2 études. La première a été faite par Nestlé il y a plus de 10 ans, où nous avons servi différentes textures à des enfants au cours de leur développement. Ce que nous avons vu, c'est que certaines textures vont promouvoir des mouvements de mastication plus matures que d'autres. Par exemple, une petite galette de riz soufflée, à 9 mois, permet vraiment à l'enfant de pratiquer son cycle masticatoire comparé à d'autres textures. Par contre, cet effet était perdu quand l'enfant devenait plus mature. Donc, il est important de savoir à quel moment une texture peut avoir un bénéfice. Une autre étude que je trouve très intéressante, qui a été faite par notre compétition Danone, a contrôlé le régime alimentaire de 2 groupes d'enfants pendant seulement 4 semaines, à 8 mois. En fait, ils ont pris des purées commerciales de l'Allemagne qui sont plus texturisées et de l'Europe du Sud, comme l'Espagne, qui sont moins texturisées. Juste avec 4 semaines de régime alimentaire contrôlé au niveau des textures, ils ont vu qu'il y avait un impact sur les capacités masticatoires de l'enfant. Et ce sont des produits commerciaux que l'on peut trouver en Europe. Donc, chez Nestlé, nous essayons de regarder si nos textures peuvent effectivement avoir un impact au niveau de la promotion des mouvements de mastication. Donc, je travaille sur des softwares avec de l'intelligence artificielle pour essayer de suivre ces mouvements de mastication. C'est ma fille, mon premier cobaye. Vous la voyez manger une texture lisse à gauche et une texture avec morceau à droite. Ce que vous pouvez voir, c'est que pour une cuillerée, la durée de mastication est beaucoup plus courte, avec moins de cycles masticatoires pour la texture lisse. D'où effectivement cette idée que l'introduction de morceaux permet de pratiquer la mastication. Nous utilisons aussi des softwares un petit peu plus avancés pour suivre les mouvements subtils des lèvres et des joues de l'enfant et aussi enregistrer leur réponse émotionnelle à nos produits. Donc j'espère surtout que vous aurez retenu de mon intervention l'importance des goûts et des textures. Ce n'est pas forcément quelque chose dont on parle beaucoup, mais les parents devraient être éduqués au moins sur le fait qu'ils ont un impact dès la grossesse finalement. La nutrition va au-delà des apports, la diversification va au-delà des apports nutritionnels. Il y a vraiment un apprentissage de ces goûts et de l'appréciation des aliments. Il faut proposer des aliments de façon répétée, 8 à 10 fois, afin qu'ils soient acceptés. C'est normal d'avoir des refus. L'enfant apprend justement ce qui est bon pour lui. Il va avoir tendance à refuser un nouvel aliment au départ. Et les textures sont importantes non seulement pour cette acceptance des aliments, mais aussi pour le développement du système masticatoire. Il ne faut pas trop retarder leur introduction, surtout après 10 mois, continuer les purées lisses a vraiment un impact à long terme. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Marine, pour cette belle présentation. Alors, s'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît. Oui. Merci, Dr Lavergne. Dr Amadignan, pédiatre à Dakar, Sénégal. Alors, ma question, c'est quelle peut être l'attitude du pédiatre devant un enfant qui présente des problèmes d'acceptabilité des aliments lors de la diversification, dans le cas particulier où on se rend compte que dans les antécédents, il s'agissait d'un très faible poids de naissance qui a été alimenté longuement à la sonde. Merci. Merci pour votre question. Alors c'est vrai que l'alimentation à la sonde a un impact sur le développement du système masticatoire et dans ce cas-là, il va sans doute falloir regarder les indices de motricité fine pour voir, surtout au niveau des textures, quand l'enfant pourrait être prêt à ingérer de nouvelles textures. Il y aura sûrement un délai par rapport au développement normal dû à cette intervention. Je voudrais vous parler d'une habitude marocaine. Nos enfants, vers l'âge de 7 mois, on leur donne un morceau de pain
Quand ils vont commencer la poussée dentaire, on leur donne un morceau de pain pour se faire les dents sur ce morceau de pain. Et bon, moi je pense que ça rentre dans ce que vous avez proposé. Deuxième élément, deuxième volet de ma question, c'est les enfants sous allaitement au sein exclusif. Comment leur apprendre justement cette histoire de texture quand on commence la soupe? Est-ce qu'on la commence vraiment en soupe mousseline à la cuillère ou un peu moins, etc. Je voudrais votre recette. Merci. Pour tous les enfants, même ceux qui sont au biberon, finalement, il y a une évolution entre le mouvement de succion et vraiment un mouvement masticatoire, et c'est assez normal de voir à la cuillère ce mouvement de succion au début. C'est pour ça qu'il est conseillé d'utiliser des textures assez lisses et fines. Ça peut être des textures de style soupe ou purée lisse. Mais effectivement, des purées plus épaisses ou des morceaux vont être plus difficiles au début. Si j'ai bien répondu à votre question. Et pour le commentaire sur le pain, effectivement, c'est tout à fait positif. Ça apporte une texture dure. Ça permet à l'enfant de se familiariser aussi au goût du pain. C'est une habitude qu'on a aussi en France un petit peu. Donc, c'est tout à fait positif, oui. Professeur Malukati. Oui. Merci beaucoup. Je pense qu'en tant que pédiatre, il faudrait qu'on fasse le partage entre la mastication et l'acceptabilité de l'alimentation. Ce sont deux choses totalement différentes. Un enfant qui est au sein, normalement, il utilise 27 muscles faciaux pour téter. Et il a un meilleur développement facial, une meilleure occlusion dentaire, une meilleure dentition, une meilleure prédisposition à avoir une mastication normale, saine, bien développée. Un enfant au biberon a très peu de capacité à ce propos. Maintenant, l'acceptabilité est différente de la mastication. Ce sont deux choses totalement différentes. L'acceptabilité va dépendre de plusieurs facteurs dans la texture, dans les capacités de déglutition, l'odorat, le goût et comment on a travaillé à les développer. Et à partir de là, je pense que toutes les études qui se sont intéressées à analyser ces deux composantes, mastication, acceptabilité, ont bien démontré que, encore une fois, l'allaitement maternel exclusif est le meilleur pour mieux préparer le nourrisson, aussi bien à une meilleure acceptation qu'à une meilleure mastication. Je pense que c'est un point fondamental à souligner quand même. Merci pour ce commentaire, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que je n'ai pas parlé de l'impact de l'allaitement sur le développement des capacités masticatoires, seulement sur l'exposition au goût, mais c'est effectivement le cas. Donc, commençant avec un allaitement maternel exclusif, on part sur de bonnes bases et ensuite l'alimentation solide prend le relais, effectivement. Professeur Tounion. Merci pour votre intervention. J'ai une question sur le goût. Je suis d'accord avec vous que les enfants qui ont par exemple des épices pendant la grossesse vont plus les accepter que ceux qui n'en ont pas, notamment peut-être au moment de la diversification, notamment les enfants allaités, parce que la mère continue à consommer des épices, donc le goût arrive. Donc jusque-là, ça va. Mais alors comment vous expliquez, et je suis plus sceptique, que l'effet puisse se poursuivre bien au-delà, qu'il y a un lien direct entre ce qui se passe pendant la grossesse et ce qui va se passer à 2-3 ans de vie? Ça, c'est ma première question, en sachant que les parents, par exemple pour les épices, vont continuer à en consommer. Donc, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé pendant la grossesse ou c'est parce que les parents continuent? Et la deuxième question plus compliquée, beaucoup d'enfants mangent notamment les légumes, parce que c'est des aliments que les enfants n'aiment pas. Et au moment de la néophobie, les légumes qu'ils consommaient à la diversification, ils n'en consomment plus, et c'est extrêmement fréquent la néophobie. Donc tout ça pour dire que je ne suis pas sûr que l'effet durant la grossesse puisse se prolonger au-delà. Je voudrais avoir votre avis. Merci pour cette question. Effectivement, le fait que l'effet se retrouve plus tard est lié aussi au fait que l'enfant est exposé, parce que le parent consomme ce produit, le parent va le proposer. Donc savoir vraiment si c'est l'effet uniquement de l'exposition pendant la grossesse ou l'allaitement, c'est assez difficile. Je suis tout à fait d'accord. Après, pour la néophobie, c'est
exact. Effectivement, il y a un rejet de produits qui ont déjà été pourtant intégrés dans l'alimentation. Le conseil est quand même de continuer cette exposition répétée pour améliorer l'acceptation. Moi, j'ai une question. Et le couscous? Vous êtes au Maghreb. Je trouve que c'est une très bonne question. Le couscous, c'est une bonne texture parce qu'il y a des petites particules qui, justement, ne provoquent pas un risque d'étouffement très important. Donc, je pense que le couscous, c'est le genre d'aliments qui peuvent être proposés assez tôt dans la diversification. Merci pour cette question. Oui, une question, encore une. 2, 3 questions. Bonjour, je remercie la présentatrice pour la qualité de sa présentation. Ma question, c'est par rapport aux enfants qui font des refus alimentaires, par exemple, par rapport à la viande. Est-ce que c'est parce qu'à la diversification, on ne les a pas suffisamment stimulés, ou bien qu'est-ce qui peut expliquer ce refus? Parce qu'on rencontre des enfants qui refusent catégoriquement la viande, qui refusent catégoriquement le poisson ou bien le poulet. Alors, il y a des préférences individuelles, malheureusement. Malgré une bonne diversification et une exposition répétée, il y a toujours des enfants qui vont avoir des refus. Malheureusement, on peut juste continuer à essayer de proposer le produit, mais ça peut arriver, effectivement. Oui, Dr Fayrouz. Merci pour cette intervention assez pertinente. Je voulais poser une question à propos, c'est-à-dire l'intérêt pour l'enfant, la vision, pour identifier les aliments qui sont, c'est-à-dire la couleur des aliments, ça serait plus adapté à lui. Est-ce qu'il y a c'est-à-dire il peut adhérer à certains aliments par la simple vision des aliments. À part la mastication et tout ce qui est, c'est-à-dire la texture par la vision, surtout que la vision, elle va être, à partir de 3 ans, il peut acquérir la vision et de savoir l'entourage. Alors, c'est une très bonne question. La vision va être de façon innée associée, quand il y a des couleurs vives, à la présence soit d'un danger, soit peut-être d'une source d'alimentation tel un fruit qui va avoir des couleurs vives. Donc au tout début, il y a quand même un instinct par rapport à ça. Après, en général, l'enfant va avoir tendance à associer une couleur avec un goût ou une texture. Donc la vision va leur permettre de présélectionner parce qu'ils ont une anticipation du goût, de la texture qu'ils vont soit accepter, soit refuser. Une dernière question. Il y a une personne là-bas. Bonjour, merci pour la présentation. Ma question est de savoir si toutes ces étapes s'appliquent chez le prématuré. L'enfant prématuré, étant donné qu'il y a l'âge corrigé et l'âge chronologique, est-ce que toutes ces étapes de la diversification s'appliquent chez lui? Merci. C'est une très bonne question. Nous nous penchons sur le sujet en ce moment. Je n'ai pas forcément une réponse pour vous, mais effectivement, pour les enfants prématurés, on ne sait pas s'il faudrait utiliser l'âge corrigé ou l'âge de naissance. Il y a une chance que, effectivement, les capacités masticatoires suivent plutôt l'âge corrigé, mais nous ne savons pas. Honnêtement, je ne peux pas vous dire à 100%. Merci encore une fois, Dr Marine. Merci pour cette présentation. Merci. Merci beaucoup.